Le cœur battant, Sophie fixait l'écran de télévision où sa fiancée, Élise Moreau, députée charismatique et étoile montante du Parti progressiste, annonçait en direct son amour pour une autre femme lors d'une conférence de presse nationale. Les mots d'Élise résonnaient comme un coup de tonnerre: je ne peux plus cacher qui je suis vraiment. Et mon cœur appartient à Camille. La salle explosa en murmures. Mais pour Sophie, le monde s'effondra instantanément, la laissant seule dans leur appartement parisien, les bagues de fiançailles scintillant encore sur la table basse comme un cruel rappel. Sophie sentit une vague de nausée l'envahir. Comment en était-elle arrivée là? Elle s'était rencontrée il y a 3 ans, lors d'un gala de charité à Paris. Élise, avec son charisme magnétique et son discours enflammé sur l'égalité des droits, avait captivé Sophie, une avocate spécialisée en droits humains, qui luttait elle-même contre ses propres démons intérieurs. Leur relation avait commencé en secret. Des rendez-vous clandestins dans des cafés discrets de Montmartre. Des promenades nocturnes le long de la Seine où elles se confiaient leurs rêves et leurs peurs. Sophie, issue d'une famille conservatrice de Provence, avait toujours gardé son orientation sexuelle cachée, craignant le rejet de ses parents catholiques pratiquants. Élise, en revanche, venait d'un milieu plus libéral, mais sa carrière politique exigeait une façade impeccable. Nous devons être prudentes, disait souvent Élise. Le monde n'est pas prêt pour nous. Pourtant, au fil des mois, leur amour s'était approfondi. Sophie se rappelait la première fois où Élise l'avait embrassée, sous un ciel étoilé lors d'un week-end à la campagne en Normandie. C'était un moment de pure vulnérabilité, où Élise avait avoué ses doutes sur sa vie publique. Je joue un rôle tous les jours, Sophie. Avec toi, je suis moi-même. Elles avaient emménagé ensemble dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, partageant des dîners tardifs après des journées épuisantes, débattant de lois sur le mariage pour tous ou des inégalités sociales. Sophie avait sacrifié des promotions au cabinet pour soutenir la campagne d'Élise, organisant des événements, rédigeant des discours. Tu es mon pilier, murmurait Élise en la serrant dans ses bras. Mais des fissures étaient apparues. Élise passait de plus en plus de temps avec Camille, sa conseillère en communication, une femme brillante aux yeux sombres et à l'ambition féroce. Sophie avait remarqué les regards complices, les textos tardifs, mais elle avait choisi de les ignorer, attribuant cela au stress de la politique. Ce soir-là, après l'annonce choc, Sophie ne pleura pas. Au lieu de cela, elle boucla une valise en silence, emportant seulement l'essentiel, des vêtements, son ordinateur, et un collier qu'Élise lui avait offert pour leur anniversaire. Elle laissa une note brève sur la table: je t'aimais assez pour te laisser partir. Adieu. En descendant les escaliers, elle appela un taxi pour la gare. Direction Marseille, chez ses parents qu'elle n'avait pas vus depuis des mois. Le train filait dans la nuit, et Sophie se sentait vide, comme si une partie d'elle avait été arrachée. À l'arrivée, sa mère l'accueillit avec surprise, notant son visage pâle. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie ?» demanda-t-elle. Sophie hésita, puis éclata: Élise m'a quittée publiquement pour une autre. Sa mère, choquée, la serra dans ses bras. Mais Sophie perçut l'hésitation, le jugement sous-jacent. Tu sais, on t'a toujours dit que ce genre de vie, ce n'est pas facile. Ces mots ravivèrent les vieux conflits familiaux. Sophie avait grandi dans une maison où l'homosexualité était un tabou,
discutés en murmures lors des dîners du dimanche. Son père, un retraité strict, avait souvent cité la Bible pour justifier ses vues conservatrices. Dieu a créé l'homme et la femme pour s'unir, disait-il. Sophie avait fui cela en venant à Paris. Mais maintenant, la réalité la rattrapait. À Marseille, elle passa les jours suivants à errer sur la plage du Prado, réfléchissant à ses choix. Avait-elle été naïve de croire qu'Élise tiendrait ses promesses? La presse nationale bourdonnait de l'affaire. Scandale chez les progressistes, Élise Moreau assume son amour lesbien. Les réseaux sociaux étaient divisés. Certains applaudissant son courage, d'autres la condamnant pour hypocrisie. Sophie reçut des appels d'amis communs, des messages de soutien mêlés à de la pitié. Mais le pire fut l'appel d'Élise elle-même. 2 jours plus tard. Sophie. S'il te plaît. Écoute-moi. Ce n'était pas prévu comme ça. Sophie raccrocha sans un mot. Le cœur serré. Elle savait que retourner signifierait affronter non seulement la trahison, mais aussi l'exposition publique qu'elle avait toujours redoutée. Pour la première fois, elle envisagea de tout avouer à sa famille, de briser le silence qui l'étouffait depuis des années. Mais le prix serait élevé, le risque de perdre leur amour conditionnel. Assise face à la mer, elle se demanda si la liberté valait la solitude. Les semaines suivantes furent un tourbillon de décisions. Sophie reprit contact avec d'anciens collègues à Marseille, cherchant un poste loin de Paris. Elle évitait les nouvelles. Mais les échos de l'affaire la poursuivaient. Élise donnait des interviews, défendant son choix comme un acte de libération. J'ai vécu dans le mensonge trop longtemps, déclarait-elle. Sophie se sentait trahie doublement, non seulement personnellement, mais aussi idéologiquement. Elles avaient lutté ensemble pour les droits LGBTQ+. Et maintenant, Élise en récoltait les lauriers seule. Un soir, lors d'un dîner familial tendu, son père aborda le sujet. Cette politicienne? Elle est comme toi? Non. C'est pour ça que tu es revenue? Sophie, les larmes aux yeux, hocha la tête. Oui. Papa. J'aimais une femme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère pleura. Son père quitta la table. Ce fut le début d'une confrontation longue et douloureuse, où Sophie défendit son identité contre des années de préjugés. Je ne choisis pas qui j'aime, argumenta-t-elle. Peu à peu, des fissures apparurent dans la rigidité familiale, sa mère commença à poser des questions, à essayer de comprendre. Mais le chemin était semé d'embûches. Et Sophie payait le prix de sa vulnérabilité exposée. De retour à Paris pour régler les affaires pratiques, Sophie affronta l'appartement vide, hantée par les souvenirs. Elle tria les affaires, évitant les photos d'elle deux souriantes lors de voyages en Bretagne ou à Lyon. Chaque objet rappelait un sacrifice, les nuits blanches où elle soutenait Élise pendant les crises politiques, les compromis sur sa propre carrière. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité, se demanda-t-elle en jetant un vase qu'elles avaient acheté ensemble. Camille, la rivale, était partout dans les médias, une femme de 35 ans. Ancienne journaliste. Maintenant au cœur du scandale. Sophie apprit par des amis qu'Élise et Camille se connaissaient depuis des mois. Que leur liaison avait commencé lors d'une retraite politique à Strasbourg. La jalousie la rongeait. Mais plus encore, la colère contre elle-même pour avoir fermé les yeux. Elle décida de rencontrer Élise une dernière fois. Dans un café neutre près de l'Assemblée nationale. Élise arriva.
Élégante comme toujours. Mais les cernes sous ses yeux trahissaient l'usure. Sophie. Je suis désolée. J'ai paniqué. La pression des médias? Du parti. Camille m'a poussée à être authentique. Sophie rit amèrement. Authentique? En me jetant sous le bus? Tu sais ce que ça m'a coûté? Élise tendit la main. Mais Sophie la retira. Elles débattèrent pendant des heures. Élise argua que son coming out public était un acte militant. Un pas pour la visibilité lesbienne en politique. Pense à toutes les jeunes femmes qui se sentent seules. J'ai fait ça pour nous toutes. Sophie rétorqua que c'était égoïste. Que Élise avait sacrifié leur relation pour sa carrière. Tu as choisi la gloire sur l'amour. La discussion vira à la confrontation. Révélant des vérités enfouies, Élise avoua avoir eu peur du jugement familial de Sophie. De la vie cachée qu'elle menait. Je voulais plus que des ombres. Sophie quitta le café en larmes, réalisant que leur amour avait été miné par des peurs mutuelles. De retour à Marseille, Sophie plongea dans le travail, acceptant un poste dans un cabinet local défendant les droits des minorités. Là, elle rencontra des clients qui lui faisaient écho, une jeune lesbienne rejetée par sa famille, un couple gay luttant contre la discrimination. Ces histoires la forcèrent à affronter ses propres démons. Un soir, elle confia à une collègue, Laura, son histoire. Laura, ouvertement gay, l'encouragea, tu as le droit de vivre ta vérité. Même si ça fait mal. Inspirée, Sophie organisa une réunion familiale formelle. Autour de la table, elle exposa tout, son amour pour Élise, la trahison, ses luttes internes. Son père, initialement furieux, écouta en silence. Je t'aime. Mais je ne comprends pas, admit-il enfin. Sa mère, plus ouverte, promit d'essayer. Ce fut un premier pas. Mais Sophie savait que la guérison prendrait du temps. Les nuits étaient hantées par des doutes, avait-elle fui trop vite? Pouvait-elle pardonner? Pendant ce temps, le scandale d'Élise prenait de l'ampleur. Des conservateurs l'attaquaient, accusant d'hypocrisie, des progressistes la défendaient comme une icône. Élise perdit des alliés au parti, mais gagna en popularité auprès de la communauté LGBTQ+. Sophie suivait de loin, partagée entre amertume et admiration. Un jour, elle reçut une lettre d'Élise, « Je regrette la façon dont j'ai agi. Tu mérites mieux. » Sophie la brûla, choisissant de se concentrer sur sa reconstruction. Elle commença à sortir, à explorer sa sexualité sans chaîne, participant à des événements Pride à Marseille. Là, elle rencontra des femmes qui partageaient ses expériences, formant des amitiés solides. Mais la société française, malgré ses avancées, gardait des poches de préjugés. Lors d'une manifestation, elle fut confrontée à des contre-manifestants hurlant des insultes. Cela raviva ses peurs, mais aussi sa détermination. Je ne me cacherai plus, se jura-t-elle. Les mois passèrent, et Sophie se transforma. Elle écrivit un article anonyme pour un blog sur les défis des relations lesbiennes en milieu politique, qui fut partagé largement. Cela attira l'attention. Et bientôt, des journalistes la contactèrent, devinant son identité. Elle refusa les interviews, craignant l'exposition. Mais un appel inattendu changea tout, sa sœur,
qu'elle n'avait pas vu depuis des années, l'invita à Paris. Viens. On doit parler. À l'arrivée, sa sœur révéla avoir suivi l'affaire et soutenu Sophie en silence. J'ai toujours su. Et je suis fière de toi. Cette reconnaissance familiale inattendue brisa une barrière en Sophie, lui donnant la force d'affronter le passé. Elle décida de retourner à Paris pour une conférence sur les droits LGBTQ+, où Élise était oratrice invitée. Le cœur serré, elle s'assit au fond de la salle, observant Élise briller sur scène. Après, elles se croisèrent par hasard dans les couloirs. Sophie, murmura Élise. Mais Sophie passa sans s'arrêter, choisissant son chemin solitaire. La conférence marqua un tournant. Sophie, inspirée par les témoignages, décida d'engager une action en justice contre un tabloïd qui avait publié des détails intimes de sa vie, violant sa vie privée. Cela la propulsa sous les feux des projecteurs, contre son gré. Les médias la dépeignirent comme l'ex-fiancée blessée, forçant Sophie à défendre publiquement son histoire. Lors d'une interview radio, elle déclara « L'amour ne devrait pas être un spectacle politique. J'ai payé le prix de la visibilité forcée. » Cela déclencha un débat national sur la vie privée des partenaires de figures publiques. Élise, de son côté, répondit dans une tribune « Je regrette les dommages collatéraux. Mais le silence tue plus que la vérité. » Leur échange indirect alimenta les tensions, divisant l'opinion. Sophie reçut des menaces en ligne de partisans d'Élise, l'accusant de jalousie. Mais elle gagna aussi des soutiens, devenant une voix pour les invisibles dans les relations LGBTQ+. À Marseille, sa famille évoluait lentement. Son père, après des lectures sur l'homosexualité, admit ses erreurs lors d'un dîner « J'ai eu tort de te juger. Pardonne-moi. » Sophie pleura de soulagement. Mais le chemin restait fragile. Elle commença une thérapie, explorant ses conflits internes, la peur du rejet, la dépendance émotionnelle à Élise. « J'ai sacrifié mon identité pour elle », confia-t-elle à son thérapeute. Cela l'amena à questionner ses choix passés. Pourquoi avait-elle accepté une vie cachée? Était-ce de l'amour ou de la lâcheté? Pendant ce temps, Élise affrontait ses propres démons. Des rumeurs circulaient sur des tensions avec Camille, le parti la pressant de se marier pour renormaliser son image. Élise contacta Sophie via un ami commun, proposant une rencontre privée. Sophie accepta, curieuse. Elles se virent dans un parc de Versailles, loin des regards. Élise avoua, Camille était une échappatoire. J'avais peur de nous assumer pleinement. Sophie, émue mais ferme, répondit, tu as choisi pour nous deux. Maintenant, je choisis pour moi. Elles se séparèrent en paix, mais sans réconciliation. Sophie rentra à Marseille avec une nouvelle résolution, s'engager politiquement localement. Elle rejoignit une association LGBTQ+, organisant des ateliers sur l'acceptation familiale. Là, elle rencontra Anna, une enseignante de 31 ans, douce et compréhensive. Leur amitié se transforma en attirance mutuelle. Mais Sophie hésitait, hantée par le passé. Et si je me trompe encore, se demandait-elle. Lors d'une soirée, Anna l'embrassa tendrement, et Sophie se laissa aller, sentant une étincelle authentique. Mais la société intervenait, des collègues conservateurs murmurèrent, et Sophie dut défendre sa relation naissante.
Cela la força à affronter des motins haussés, valait-il mieux se cacher ou risquer tout? Elle choisit la transparence, invitant Anna chez ses parents. La soirée fut tendue, mais positive, sa mère complimenta Anna. Son père posa des questions polies. Sophie réalisa que ses sacrifices passés avaient pavé la voie à cette acceptation. Pourtant, des revers survenaient. Élise annonça son mariage avec Camille. Un événement médiatisé qui raviva la douleur de Sophie. Comment peut-elle avancer si vite, ragea-t-elle intérieurement. Cela déclencha une crise, Sophie annula des rendez-vous avec Anna, se repliant sur elle-même. Anna, patiente, la confronta. Tu ne peux pas laisser le passé dicter ton futur. Sophie réfléchit, réalisant que sa fuite initiale était un acte de survie. Mais maintenant, elle devait choisir la vie. Elle reprit contact avec Anna, s'excusant. Ensemble, elles affrontèrent les préjugés, lors d'une fête locale. Des regards hostiles les suivirent, mais elles tinrent bon. Sophie écrivit un livre sur son expérience. Anonyme au début, qui devint un best-seller. Cela attira l'attention nationale. Et bientôt, elle fut invitée à débattre avec Élise sur un plateau TV. Le cœur battant, elle accepta, prête à clore le chapitre. Sur le plateau, la tension était palpable. Élise, élégante, défendit son choix comme un sacrifice pour le bien commun. Sophie rétorqua, le bien commun ne justifie pas la trahison personnelle. Le débat vira à l'émotionnel, révélant les couches de leur histoire, les pressions sociétales, les conflits internes. Le public fut captivé, et Sophie sortit renforcée, ayant transformé sa douleur en force. De retour chez elle, elle embrassa Anna, sentant un avenir possible. Mais les doutes persistaient, avait-elle vraiment guéri? Le succès du livre propulsa Sophie dans une nouvelle arène. Elle fut invitée à des conférences internationales, de Bruxelles à Lyon, partageant son témoignage sur les défis des femmes lesbiennes en France. Cela l'exposa à des critiques, certains l'accusaient d'exploiter le scandale, d'autres la félicitaient pour son courage. À la maison, sa relation avec Anna s'approfondissait, mais des conflits surgissaient. Anna, issue d'une famille ouverte, ne comprenait pas toujours les hésitations de Sophie. « Pourquoi as-tu peur de nous montrer ?» demandait-elle. Sophie expliquait ses traumas familiaux. Les années de silence. Elle naviguait ses eaux troubles, apprenant à se soutenir mutuellement. Un week-end à la Côte d'Azur renforça leurs liens, promenade sur la plage, discussion profonde sur l'avenir. « Je veux une vie avec toi. » Sans ombre, déclara Sophie. Anna sourit. Et elles planifièrent un voyage ensemble. Pourtant, le passé ressurgit. Élise, maintenant mariée à Camille, affrontait une crise politique, des allégations de favoritisme envers sa femme menaçaient sa carrière. Les médias spéculaient sur un divorce imminent. Sophie reçut un message d'Élise, « J'ai besoin de ton conseil. » Intriguée, elle accepta une rencontre discrète à Paris. Élise apparut vulnérable, avouant, le mariage était une erreur. Camille voulait la visibilité. Mais moi, je pense encore à toi. Sophie fut choquée, sentant une vieille flamme s'allumer. Tu ne peux pas revenir comme ça, répliqua-t-elle. Elles parlèrent toute la nuit, revisitant leurs erreurs.
Élise admit avoir sacrifié leur amour pour l'ambition, payant maintenant le prix de l'isolement. Sophie, tentée, pensa à Anna. J'ai trouvé quelqu'un qui me respecte, dit-elle enfin, choisissant de partir. Cette confrontation la libéra, fermant définitivement la porte sur Élise. De retour à Marseille, Sophie affronta un nouveau défi familial. Son père, malade, demanda à la voir. Au chevet, il confia: j'ai regretté de ne pas t'avoir soutenu plus tôt. Vis ta vie pleinement. Ces mots guérirent des blessures profondes, renforçant les liens familiaux. Sophie organisa un rassemblement avec Anna, où sa mère cuisina un repas traditionnel, symbolisant l'acceptation. Mais la société plus large restait hostile, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+. Des violences éclatèrent, et Sophie fut blessée légèrement. Cela la força à questionner les sacrifices: valait-il la peine de lutter publiquement? Anna la soigna, rappelant: chaque voix compte. Inspirée, Sophie intensifia son engagement, témoignant au Parlement sur la protection des minorités sexuelles. Son discours, passionné, fit écho à celui d'Élise des années plus tôt, mais avec une authenticité personnelle. Les mois suivants furent marqués par des choix moraux. Sophie refusa une offre lucrative d'un parti politique, craignant de devenir comme Élise. Au lieu, elle fonda une ONG aidant les femmes LGBTQ+ en crise familiale. Anna la rejoignit, et ensemble, elles aidèrent des dizaines de personnes. Une cliente, similaire à Sophie jeune, la toucha profondément, rejetée par ses parents. Elle luttait pour survivre. Sophie la guida, revivant ses propres douleurs. Cela culmina en une victoire: la jeune femme réconcilia avec sa famille, grâce aux ateliers de Sophie. Mais le prix était élevé: épuisement émotionnel, nuit blanche. Anna la confronta: tu donnes trop, au détriment de nous. Sophie promit d'équilibrer, mais les tensions montaient. Lors d'une dispute, Anna lança: es-tu vraiment guérie d'Élise? Sophie, blessée, admit des résidus de doute. Elles prirent du temps séparé, forçant Sophie à introspecter. Seule, elle marcha dans les calanques, réalisant que la guérison n'était pas linéaire. Réconciliées, elles affrontèrent un test ultime: Anna proposa le mariage. Sophie hésita, hantée par son passé avec Élise. Et si la société nous rejette? Anna répondit: alors on luttera ensemble. Sophie accepta, organisant une cérémonie intime à Marseille. La famille de Sophie assista, marquant un triomphe sur les préjugés. Mais Élise envoya un cadeau anonyme, ravivant des émotions complexes. Sophie le renvoya, choisissant l'avenir. Le mariage fut un havre de paix au milieu du chaos. Entourées d'amis et de famille, Sophie et Anna échangèrent des vœux émouvants, promettant fidélité et soutien. Tu m'as appris à être forte, murmura Sophie. La réception, dans un jardin provençal, symbolisait la Renaissance. Pourtant, les échos du passé persistaient. Des journalistes couvrirent l'événement, liant Sophie à l'affaire Élise. Cela attira des critiques en ligne, mais aussi des messages de soutien. Sophie, maintenant confiante, ignora les négatifs, se concentrant sur sa nouvelle vie.
Avec Anna, elles adoptèrent un mode de vie équilibré, voyage en Italie. Soirée tranquille. Engagement communautaire. Sophie continua son ING. Voyant des impacts concrets, famille réconciliée. Lois influencées. Mais un twist inattendu survint. Élise, divorcée de Camille, annonça sa retraite politique, citant l'usure émotionnelle. Dans une interview finale, elle mentionna Sophie indirectement: « J'ai blessé quelqu'un que j'aimais pour une cause plus grande. » Était-ce juste? Cela relança le débat public. Et Sophie fut invitée à répondre. Elle écrivit une lettre ouverte: « Les causes ne justifient pas les cœurs brisés. Mais le pardon guérit. » Cela clota leur saga, permettant à Sophie de tourner la page. Elle se consacra pleinement à Anna, planifiant une famille via adoption. Les démarches furent ardues, affrontant des biais institutionnels contre les couples lesbiens. « Pourquoi est-ce si dur ?» ragea Sophie. Anna la calma: « Parce que le monde change lentement. Mais on y contribue. » Leur persévérance paya, elles accueillirent une petite fille. Lila, apportant joie et défi. Sophie, en tant que mère, affronta de nouveaux conflits internes, équilibrer carrière et famille. Affronter les regards dans les écoles. Mais avec Anna, elle naviguait, forte de leurs expériences. Les années passèrent, et Sophie réfléchit à son parcours. De la trahison initiale à la reconstruction. Chaque décision avait un prix: perte d'amour, exposition publique, lutte familiale. Mais les gains étaient immenses: authenticité, acceptation, impact sociétal. Lors d'un anniversaire, elle confia à Anna: « J'ai fui pour survivre. Et j'ai trouvé la vie. » Anna sourit: « Et si on n'avait pas payé ce prix ?» Sophie secoua la tête: « On ne serait pas ici. » Leur histoire inspira d'autres, devenant un symbole de résilience. Pourtant, des doutes subsistaient: la société avait-elle vraiment changé? Les préjugés persistaient. Comme lors d'un incident où Lila fut moquée à l'école pour ses deux mamans. Sophie lutta, organisant des sensibilisations, payant le prix de la vigilance éternelle. Finalement, Sophie écrivit un deuxième livre, cette fois signé « Sur les choix moraux dans l'amour lesbien ». Il provoqua des débats: était-il éthique de sacrifier une relation pour une cause? Élise, retirée en campagne, lut le livre et envoya un message: « Merci pour la perspective. » Sophie ne répondit pas, choisissant la paix. Sa vie, riche de leçons, posait une question persistante. Était-il juste de prioriser sa vérité personnelle au détriment d'une relation? Ou le vrai courage réside-t-il dans le compromis pour un bien commun?